Ok. Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous pouvez me voir. Ça va? Ah, ok. Merci. Alors, avant tout, avant de commencer, j'aimerais bien remercier Skill World Initiative pour cette belle conférence. J'appelle ça discussion entre nous, où on va essayer un peu de toucher quelques sujets, de parler un peu de diplôme et tout, attendre, plutôt écouter les intervenants, ce qu'ils vont nous dire et tout. Alors, avant tout, j'aimerais un peu m'excuser par rapport à ma langue. Je suis plus anglophone. Là, je vais faire de mon mieux pour m'exprimer en français parce on nous a dit que la majorité des participants parlent français. Alors, sans perdre du temps parce que nous sommes déjà en retard, notre thème, diplôme, oui, et après. Alors, on va voir ça dans trois volets. Diplôme, pour ceux-là qui viennent de finir l'école secondaire, et ils vont maintenant commencer, ou bien commencer l'université. Ceux-là qui sont encore dans l'université en train d'étudier, et enfin, ceux-là qui ont fini l'université. Alors, on va essayer un peu de discuter tout autour de ça. Alors, nous aurons pratiquement quatre thèmes. Nous aurons quatre thèmes. Alors, dans quatre thèmes, chaque thème a des sous-questions qui vont nous aider à plus comprendre euh, notre thème général qui parle de diplôme, oui, et après et tout ça. Alors, thème numéro un, nous avons nommé ça bien commencer l'université. Ça, c'est plus pour ceux-là qui vont bientôt commencer l'université. Ils viennent de finir leur école secondaire et tout, ils vont commencer l'université. Il y a des sous-questions. On va discuter de toutes les questions là. Thème 2, nous allons parler d'études, entrepreneuriat et finance. Quand on commence l'université ou bien quand on étudie déjà, il y a des temps qu'on veut faire quelques activités. Et côté finance aussi, comment gérer l'argent, nous allons discuter aussi par rapport à ça. Un troisième thème, on va élaborer employabilité et avenir professionnel. Ça, c'est plus, je pense, pour ceux-là qui étudient encore et ceux-là qui viennent de finir. Et quatrième thème, nous allons parler de croissance personnelle et résilience. Ça englobe euh, tout le monde. Et ceux-là qui viennent de commencer, ceux-là qui sont en train d'étudier et ceux-là qui ont fini leurs études. Alors, pour très bien discuter ces thèmes, nous avons quatre intervenants et chacun va se présenter pendant pratiquement 2 minutes. Vous allez nous dire le nom, votre pays d'origine, ce que vous faites maintenant et ouais, quelques autres informations supplémentaires. Alors, sans perdre du temps, je vais commencer avec Monsieur Émeric. Si vous êtes là, the Bonjour, floor is yours. est-ce que vous m'entendez? Est-ce que je suis audible? Oui, 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 oui. Vous Euh, êtes audible. Merci. En fait, moi, c'est Émeric Mariel Dje Aïssi. Je suis Camerounais, je viens du Cameroun et je, je suis étudiant à Chypre du Nord, notamment à l'Université européenne de l'EFK. Je suis doctorant en management de la santé. Grosso modo, c'est ce que j'ai à dire me présentant. J'espère qu'au cours
de la conférence. Je pourrais donner plus de détails pour ceux qui en ont besoin. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Emeric. Ah, deuxième personne, Madame Daniela, si vous êtes là. Allô, vous pouvez m'entendre? Bonsoir. Oui, attends, Je bonsoir. vais ouvrir ma caméra ou bien... Ouais, c'est mieux, je pense. Et Monsieur Emeric, vous pouvez faire comme ça. Ouais. Euh, Your microphone is muted. Ok, là c'est mieux? Voilà. Ok, désolée la technologie. Déjà, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci de me recevoir. Merci à toute l'organisation de Skill Beauté Initiative. C'est très... Merci. cette occasion, vraiment, elle est géniale et vraiment très pertinente par rapport à notre société. Alors, sans vouloir trop parler, je suis Madame Daniela Maruja. Je suis licenciée en gestion d'entreprise, Business Management. Et je suis aussi entrepreneuse dans le domaine du marketing digital. Et aussi, je travaille dans le secteur pétrolier, dans la gestion et donc vraiment la gestion générale d'entreprise dans le secteur pétrolier. Donc voilà un peu tout, hormis plusieurs autres choses. C'est ça que je suis, de manière Merci. professionnelle. Merci. Merci beaucoup. Troisième personne, Monsieur Dev, si vous êtes là. Bonsoir, je suis là. Bonsoir. Ouais. Je vais me présenter rapidement. Je suis Monsieur Ebvabali Souzele Love Davi. J'ai un master en business administration et je suis entrepreneur et PDG d'une SARL. Merci beaucoup. Je pense qu'on aura le temps de bien développer. OK. La quatrième personne, c'est moi. Alors, je m'appelle Okito Isaac. Je suis congolais et actuellement, je suis en Chypre du Nord où je fais mes études. Je finis études dans le master dans Education Administration and Supervision, veut dire supervision et administration ou management des institutions éducationnelles. Et là, j'entame doctorat dans le même, je peux dire, dans la même filière. Alors, à part ça, comme vous avez attendu auparavant, j'ai dit Education Management and Supervision. Alors, je suis plus dans l'éducation. Alors, ce que je fais, je donne un peu de cours supplémentaires à l'université euh, ici pour quelques étudiants qui ont des problèmes de s'adapter, surtout ceux-là qui commencent l'université. Et aussi diriger le mémoire, ouais, mémoire des étudiants. Et récemment, j'ai eu vraiment euh, cette envie de me lancer dans la recherche scientifique dans le domaine de l'éducation, surtout sur le management des institutions éducationnelles. Alors, c'est ce que je fais. Chaque fois qu'il y a les articles, tout ça, on publie ça en ligne. En grosso modo, c'est un peu ça. Alors, nous allons commencer et je vais demander à tous nos intervenants to put their videos on. Vous allez m'excuser vraiment, je vais essayer un peu de mélanger le français et l'anglais être, euh, pour être un peu à l'aise, mais on va plus s'exprimer en français pour faciliter la plupart des personnes qui sont là. Alors, thème numéro un, bien commencer l'université. Alors, nous allons parler un peu comment un jeune peut-il découvrir quel parcours
quelle filière ou quelle carrière lui convient vraiment. Alors, avec nos quatre intervenants, on veut un peu comprendre, parce que la majorité d'entre vous, vous faites déjà doctorat et d'autres sont déjà en train de travailler. Alors, chacun va essayer de nous expliquer comment un jeune ou bien un nouveau diplômé, lui qui veut commencer l'université, comment est-ce qu'il peut découvrir quel parcours ou bien quelle filière à suivre ou bien carrière et tout ça. Alors, vous avez pratiquement 3 à 4 minutes pour nous expliquer. Je commence avec Madame Daniela. Ok, merci beaucoup pour la parole. Comment un jeune peut-il découvrir quel parcours, quelle filière ou quelle carrière lui convient-il vraiment? Alors, je ne vais pas abuser du temps. Je crois qu'il m'est accordé 1 minute, c'est ça? 3 à 4 minutes. 3 à 4 minutes. Ok, Ouais. ça. Alors, déjà, de base, il y a quelques années en arrière, je crois l'année dernière, j'ai eu à être posée justement la même question. Déjà, j'ai fini il n'y a pas très longtemps, donc c'est l'année passée. J'ai officiellement 1 année depuis que je suis pas à l'université. Et la même question m'était posée, à savoir comment est-ce que quelqu'un peut découvrir quel parcours il a appelé à faire, quelle filière. Et moi-même, en tant que jeune, j'ai déjà aussi eu à me poser cette même question. Avant d'avoir commencé mon diplôme, j'étais en train de raisonner par rapport à ça. Et peut-être, bon, certains pourraient être choqués, j'avais pas de base choisi de faire la gestion d'entreprise. Mes options étaient celles de relations internationales et des sciences, la sociologie. Et donc, pourquoi la gestion d'entreprise? Je commence par ce parcours-là parce que je sais qu'au milieu de nous, ayant vu certains fichiers qui révélaient un peu quelles questions que certaines personnes avaient, il y a plusieurs qui essayent de se découvrir et qui justifient même la question. Et la première des choses que moi je pourrais dire, la seule manière que vous pouvez savoir où est-ce que vous êtes appelé à partir, c'est en commençant par savoir d'abord qui vous êtes. C'est une question qui touche directement le développement personnel. Ça exige que vous vous connaissiez. L'homme ne cessera de se découvrir car il ne se connaît pas totalement. Mais lorsqu'on envisage aller dans une direction quelconque, il est impératif de savoir qui suis-je. Lorsque tu sais qui tu es, tu sauras qu'est-ce que tu as avec toi. Et lorsque tu sais ce que tu as dans tes mains, tu sais donc de quoi ai-je besoin. Qu'est-ce qui est plus adapté à moi. Je vais parler comme une bonne fille d'Afrique, une Congolaise. Actuellement, là, nos systèmes éducatifs, même les systèmes sociaux, ne permettent pas beaucoup de vraiment découvrir qui ils sont et découvrir qu'est-ce qui est adaptable pour eux. Généralement, il y a déjà comme des voies qui sont tracées et qui sont encouragées. Et on décourage vivement une certaine créativité, un certain besoin même de se découvrir. Un enfant qui dira, moi, je ne veux pas commencer d'être moi à l'université, j'ai besoin de prendre 1 année de recul pour bien évaluer qu'est-ce que je veux, on dira cet enfant ne sait pas où il va. Mais évidemment, c'est pour ça qu'il a besoin de prendre du recul. Mais on le dira d'une manière à frustrer cet enfant, frustrer ce jeune qui se dit, je ne sais pas encore trop où aller. Pourtant, c'est nécessaire de commencer par là. Je vous donne un exemple qui est très pratique. Moi, j'aime parler sur base des exemples qui sont pratiques et non juste des théories en l'air. OK? Alors, de base, je suis maîtresse de cérémonie. Donc, je fais beaucoup de hosting et tout. Mais pour que je puisse vraiment, pour que je puisse parvenir, how can I say, parvenir à exercer ce domaine-là, j'ai découvert en moi que j'avais des potentiels dans la communication. OK? Et en découvert que c'est une force pour moi, je me suis exposée à un certain investissement pour aiguiser ce côté communication, aiguiser la maîtrise de la parole, la maîtrise du public, comment aborder, comment gérer la foule. J'ai dû m'éduquer par rapport à ça
pour justement aiguiser ce talent, afin qu'aujourd'hui, je ne parle plus de ça comme une compétence, mais comme une expertise. Donc, si on me met devant une foule de 1000 personnes, oui, je peux paniquer parce que je suis humaine, mais j'ai la maîtrise, je sais ce que je fais. Vous voyez? Donc, je sais qui je suis, je connais quelles sont mes compétences, je connais quels sont mes points forts et quels sont mes points faibles, et je peux me lancer. Et donc, c'est la première question la plus cruciale. Je dirais même que c'est la chose la plus importante. Premièrement, connaissez qui vous êtes. La deuxième des choses, je vais parler rapidement. S'il te plaît, Okito, aide-moi. Help me keep time. Ouais. Thank you. La deuxième des choses est une réalité qui est en même temps triste, mais en même temps, on doit en parler. Regardez l'environnement où vous êtes. Quelles ressources avez-vous autour de vous? C'est bien beau de rêver, c'est bien beau d'aspirer à être tout ce que l'on veut devenir. Mais il est important de ne pas être un rêveur, mais d'être quelqu'un qui planifie, qui sait ce qu'il est en train de vouloir là, et qui est en mesure de regarder qu'est-ce que j'ai autour de moi. Parce que sans cela, vous ne saurez pas atteindre vos objectifs et vous serez frustré. Vous pouvez avoir des compétences telles que la créativité. Vous êtes très créatif en termes d'idées, vous êtes très créatif en termes techniques. Vous êtes vraiment très créatif, c'est votre point fort. Mais vous vous retrouvez dans un environnement qui n'encourage pas la créativité. Par exemple, la raison pour laquelle je ne suis pas très fan du monde comptable, finance, c'est parce qu'il y a trop de chiffres. C'est un peu trop tracé là, c'est un peu trop carré. Moi, j'aime tout ce qui est créatif, tout ce qui me pousse à créer, à développer, à faire un truc qui est hors de la norme générale. Alors, je regarde qu'est-ce qu'il y a autour de moi. Il y a certains d'entre vous, vous êtes créatifs, mais vous n'avez pas forcément les moyens pour aller, par exemple, je suis à Kinshasa, donc on a l'Académie des Beaux-Arts pour apprendre de l'art. Quelle autre chose vous pouvez faire de manière pratique qui peut vous conduire à là où vous voulez aller? Dans mes précédentes interventions, j'ai dit qu'il y a plusieurs chemins mènent à Rome. Il y a plusieurs autres moyens qui peuvent vous permettre de parvenir à là où vous voulez aller. Mais il faut savoir identifier qu'est-ce que j'ai autour de moi et qu'est-ce que je peux utiliser afin de ne pas être limité dans la poursuite de mes objectifs. Donc, voilà un peu ce que j'ai voulu dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Daniela. Merci vraiment, merci énormément pour votre intervention. Monsieur Émeric, même question, même sujet. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Your microphone is muted. Déjà, merci de m'avoir passé la parole, Monsieur Okito. Euh, L'apprendre après une telle intervention de mademoiselle Daniela, ça va pas facile, non seulement de ne pas se répéter, mais d'être aussi percutant qu'elle. Alors, quant à la question qui nous concerne, à savoir comment un jeune peut-il découvrir quel parcours, quelle filière ou quelle carrière lui convient-il vraiment? Alors, afin de ne pas être redondant, je vais juste énumérer en trois principaux points. Déjà, il faudrait d'abord savoir que le monde universitaire est comme une découverte, c'est-à-dire une ville avec plusieurs maisons, plusieurs portes, et que aucune porte ne nous est ouverte à l'avance. On y va avec des appréhensions, on y va avec des idées, mais il faudrait savoir qu'au fur et à mesure qu'on avance et qu'on évolue, qu'on entre et évolue dans ce système, on a l'opportunité de découvrir plusieurs choses. Donc, l'université, c'est ça. Trouver son parcours, en fait, c'est explorer et expérimenter. Du coup, je vais me reposer sur trois piliers qui sont très fondamentaux afin de mieux étayer cette question, à savoir observer ses passions qui revient à ce que Daniela a dit, c'est-à-dire se connaître, se découvrir de manière substantielle et consubstantielle. Substantielle, c'est-à-dire se laisser se découvrir soi-même, faire un saut qualitatif, comme le disait un philosophe. Et maintenant, de manière consubstantielle, c'est-à-dire le faire avec les autres, parce que c'est avec autrui qu'on arrive à se découvrir davantage. Donc, nous devons déjà observer nos passions,
ce qui nous fait vibrer exactement. Ensuite, nous devons tester différents terrains. Quand nous sommes dans le milieu universitaire, nous sommes en présence de plusieurs clubs. Nous avons des clubs de sport, nous avons des clubs de chant, nous avons des clubs d'enseignement, nous avons des clubs d'écriture. Il serait idéal, surtout pour un étudiant qui vient de commencer, d'essayer d'aller dans ces différents clubs afin de se dégager une certaine vocation. Aussi, s'inspirer des modèles. On va parler plus au niveau universitaire, on parle des mentors. C'est-à-dire qu'on arrive, il faudrait, dans un mouvement d'observation, on revient au premier point aussi, de manière consubstantielle, observer des aînés, des mentors qui, dans la vie universitaire, dans la vie sociale, dans la vie qu'on partage chaque jour, nous captivent véritablement. Afin de mieux aider, je vais aller à mon exemple, par exemple. Moi, déjà, à la base, j'ai un baccalauréat mathématiques, sciences de la vie et de la terre. Mais à ma grande surprise, j'ai d'abord fait philosophie à l'université. Donc, j'ai une licence en philosophie. Pourquoi? Parce que c'est vrai que je suis arrivé là par accident, vraiment par accident. Mais après, je me suis dit, dans cette étude de la philosophie, ça m'a permis de me connaître moi-même, c'est-à-dire de découvrir mes compétences, de découvrir mes passions. Et je me suis rendu compte que j'étais très intéressé non seulement par la philosophie morale, mais aussi par l'enseignement et la gestion d'autrui. Raison pour laquelle, quand je suis venu à Chib du Nord, je suis entré dans le domaine de la santé directement. Pas pour être en milieu hospitalier, mais pour être dans l'enseignement afin de toucher l'homme dans son côté moral et dans son côté physique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en testant tous ces différents coins, je me sens vraiment apte dans la recherche et dans l'éducation. Donc, de manière grosso modo, découvrir ce qu'on veut faire, c'est ne pas rester dans des carcans, en fait. C'est se laisser découvrir, se connaître d'abord soi-même, frapper à plusieurs portes en étant avec les autres, en entrant dans des clubs, en entrant en faisant des stages, même des projets bénévoles, afin de connaître qui on est, de tester différents terrains, de ne pas rester fermé dans un couloir et se dire que bon, c'est ça que je veux faire et je veux m'en sortir là. Non, c'est mieux de tester parce que même si tu vas dans un secteur qui est déjà des sciences dures, par exemple, comme la mathématique, la science et tout, il faudrait toujours t'ouvrir à l'autre et savoir que je suis plus intéressé, par exemple, dans la médecine, je suis plus intéressé, par exemple, à la gynécologie, qu'à, par exemple, à la pédiatrie. Ça, là, c'est parce que tu as eu à tester différents terrains et s'inspirer des modèles. Et s'inspirer des modèles revient aussi à lire. Il faut beaucoup lire. Surtout nous, en Afrique, nous n'aimons pas lire. Nous n'aimons vraiment pas lire. Mais il faudrait prendre du temps de lire, de s'informer, de se cultiver afin d'être ouvert à la culture de l'autre et mieux se retrouver. C'est ce que j'avais à dire sur cette question. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, Monsieur Méric. Monsieur Dev, vous êtes là, Monsieur Dev? Je pense. Oui, je suis là. Ah, ok, ok. Ouais, Quelques dans 30 secondes, préparations je peux techniques. balayer la même question. Ah, ok. Je sais pas si on arrive à me voir maintenant. Oui, je vois. Très bien. Ok, ok, excusez-moi, quelques minutes. Ok. Ok, merci beaucoup pour cette question. Je pense que c'est une question très, très intéressante et il y a tellement beaucoup de choses à dire. Mais on va essayer de résumer afin que tout le monde puisse comprendre comment choisir ou découvrir son parcours au niveau universitaire.
Euh, En ce qui me concerne, je vais aller d'un concept simple. Il y a un manager américain qu'on appelle Jim Collins, un manager en recherche, notamment sur le management des organisations et le management des entreprises et quelquefois en développement personnel. Donc, en ce qui concerne le choix, il a développé un concept simple et un très bon concept qui a été éprouvé, qui est utilisé dans beaucoup d'universités. Et le concept dont je parle, on appelle ça le concept de l'hérisson. Donc, je vais dire en quoi consiste le concept et essayer de l'appliquer à la réalité du terrain. Et je pense qu'après la réunion, ça va aider beaucoup de personnes. Alors, le concept de l'hérisson est développé par Gene Collins. Le concept de l'hérisson prend en son sein trois éléments importants qui aident au choix. L'élément numéro un, c'est la passion, comme ceux qui sont venus avant moi ont essayé d'expliquer. La passion. Alors, quand je parle de la passion, je vais prendre son terme simple. Un jeune, tu as fini l'école, tu es maintenant à l'université et tu veux choisir. Tu essaies de réfléchir simplement, sans aller loin. Tu prends une feuille, tu écris. Qu'est-ce que j'aime? Prends ça, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime faire? Quand je suis à la maison, qu'est-ce que j'aime? Est-ce que c'est le football? Est-ce que j'apprécie être un journaliste? Est-ce que j'apprécie chanter? Tout ce qui vous passionne de la façon la plus simple. Vous savez, en tant qu'entrepreneur, on a appris à faire les choses de la manière la plus simple et la plus efficacement possible. Donc, vous essayez déjà de voir qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce que j'aime faire. Quelle est la chose que lorsque je vois les gens faire, j'aime bien. Vous notez ça quelque part. C'est l'élément numéro un du concept de l'hérisson. L'élément numéro deux, c'est la chose dans laquelle vous excellez. Vous avez fait l'école, vous savez que je suis bon en maths, je suis bon en littérature, je suis bon en dessin, je suis bon dans ceci. Là, ça fait appel à votre expérience, même si vous n'avez pas encore fini l'université, mais vous avez fait l'école, vous avez quand même un bagage intellectuel. Vous n'êtes pas comme le dit Tabula Rasa, vous avez quelque chose à l'intérieur, vous avez appris quelque chose à l'école. Mais ça là, dans quoi vous excellez? Est-ce que c'est dans les maths? Est-ce que c'est dans la littérature? Donc, vous avez déjà deux éléments. Vous avez votre passion et vous avez la chose dans laquelle vous excellez. Ça, c'est en fonction des études, de votre expérience. Et la troisième chose, ou l'élément numéro 3, c'est ce qui fait tourner le moteur économique. Nous sommes par exemple au niveau de la RDC, au niveau du Congo. Alors, vous connaissez beaucoup de métiers, comme on le dit tout naturellement. Il y a l'argent dans quoi? Qu'est-ce qui donne l'argent? Dans le quartier, quand vous vous promenez, quand vous demandez à vos anciens, à la télé, qu'est-ce qui donne réellement l'argent? C'est-à-dire, n'allez pas faire des recherches qui ne vont pas vous aider sur le terrain. Regardez, là, vous avez des panélistes, vous avez vos doyens à l'université, vous avez des parents. Demandez, renseignez-vous dans ce pays, qu'est-ce qui donne de l'argent? Alors, même quand je suis en train de parler là, si vous essayez déjà de réfléchir, vous pouvez voir déjà qu'est-ce qui donne l'argent au niveau du compte. Alors, à la fin, vous aurez une liste, ce qui vous passionne, ce dans quoi vous excellez et ce qui fait tourner le moteur économique. Dès que vous avez les trois éléments devant vous, votre choix tombe tout seul comme un fruit mûr. Vous allez voir, j'aime la littérature. C'est ce que vous aimez depuis toujours. À l'école, quand on faisait les dissertations, j'avais les bonnes notes. Au Congo, le journalisme paye bien. Vous n'allez pas loin, votre choix est déjà défini. Donc, c'est un concept simple que j'exhorte tout le monde à utiliser pour pouvoir faire le choix au niveau universitaire. Dès que vous le faites, simplement, votre filière va tomber. Et la filière que vous allez choisir, ça veut dire qu'à la fin, vous ferez quelque chose que vous aimez. Une chose dont vous êtes bon dedans et qui vous donne de l'argent. Et vous serez une personne très heureuse dans la vie. Merci beaucoup et c'est tout ce que j'avais à dire sur cette question. Merci beaucoup. Je pense aussi, Je je vous en prie. parle, je vais en reprendre plus ce temps parce que euh, d'autres intervenants, vraiment,
tout élaboré. Alors, je veux juste utiliser quelques secondes juste pour ajouter sur ce qu'on dit, peut-être être plus pratique. Alors, une personne qui veut commencer l'université pour choisir ou bien pour savoir quel parcours suivre ou bien quelle filière suivre, la première chose, c'est ce que les autres membres ont dit. Je pense que nous avons tous des capacités. Alors, nous ne pas, moi, ma logique, quand je pars à l'université, et d'ailleurs, ce n'est pas seulement l'université, il y a aussi des institutions qui sont reconnues par l'État et qui sont certifiées où vous pouvez partir. Ce n'est pas seulement dans l'université. Alors, quand je veux choisir une filière dans l'université ou bien quel parcours prendre, la première chose, ma philosophie, la façon dont je raisonne, je me dis, je ne pars pas, je pars à l'université pour aiguiser ce que j'ai déjà. Alors, c'est pourquoi Madame Daniela, au début, elle a dit découvre qui tu es, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que tu as comme capacité? Qu'est-ce que tu as comme abilities, n'est-ce pas? Si tu vois que tes amis te disent souvent, ou bien tu as cette capacité-là de diriger et tu te vois un leader et tout, alors la chose la plus simple à faire, quand tu pars à l'université ou bien dans une institution quelconque, c'est pour renforcer ce que tu as comme capacité. Peut-être faire management, leadership et tout ça. Alors, la première chose, c'est de voir c'est quoi ma capacité. Qu'est-ce que j'ai comme capacité? Alors, quand tu vas partir à l'université ou bien, je ne sais pas, dans une autre institution, là-bas, tu vas juste partir pour renforcer ce que tu as déjà comme capacité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense bien euh, il faut étudier ton environnement. Surtout si tu veux vraiment euh, travailler ou avoir comme carrière dans ton environnement, disons dans ton pays, dans ton continent. Alors, tu peux te dire, dans 5 ans, ce que je suis en train de voir ici, qu'est-ce qui peut arriver? Exemple, je prends l'architecture. Tu peux être dans une ville, tu vois la façon dont les gens commencent à construire, tu te dis, ah, les gens commence à vouloir construire pas comme auparavant. Ça veut dire, ils veulent un peu de structure là, bien organisée, des belles maisons avec design, interior design et tout ça, tout ça. Alors tu te dis, ah ok, je pense dans 4 ans, 3 ans, il y aura vraiment boom et les gens auront besoin de ça. Alors, je me suis dit, ah, c'est bon, comme aussi j'aime l'architecture, ah, je pense, je peux aller, je peux faire ça à l'université. Alors, après 3 ans, je vais finir et je vais retourner, je vais trouver que, tu vois, ça évolue dans ma société, je peux facilement trouver le boulot. Tu es peut-être dans un pays ou bien dans une ville où il y a une barrière avec d'autres pays et tu vois l'amélioration de la barrière. Ils sont en train de bien construire, d'améliorer les choses. Tu te dis, ah, peut-être dans 3 4 ans, ici, je pense, il y aura, ouais, vous cherchez un peu des opportunités. Il y aura quand même la sérieuxité. Ils vont vouloir des gens qui savent c'est quoi, douane, c'est quoi, et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Alors tu te dis, non, je pars à l'université ou bien dans une institution, je vais apprendre ça. Quand je vais revenir, je vais trouver tout est là et tout ça. J'essaierai peut-être, j'aurai l'avantage que les autres n'ont pas. Alors, troisièmement, le problème, est-ce qu'il y a des problèmes là, ta ville, il y a des problèmes dans ton pays et tout. Comme moi, personnellement, j'ai choisi l'éducation parce que je me suis dit, là, si je retourne dans mon pays avec ce que j'aurai comme bagage, expérience à l'extérieur du pays avec l'éducation, je sais que je vais faire quelque chose. J'ai vu le problème et je fais ça et ça concorde avec ma capacité. Alors j'ai dit non, je vais partir faire ça. Et quand je vais finir, au retour, il y aura, il y a le problème sur terrain et là, je vais affronter ça directement. Je pense ça peut aider. Alors, pour aller vraiment vite, je demande aux intervenants d'utiliser plus ou moins 2 à 3 minutes parce qu'on a commencé en retard, même si nous avons tellement de choses à dire. Il y a aussi des questions qui vont venir vers la fin. Alors, on utilise vraiment le temps. Let us use time well. Alors, quels sont les exemples concrets des activités? Là, maintenant, nous passons. euh,
au deuxième thème, n'est-ce pas? Études et entrepreneuriat. Alors, quels sont les exemples concrets d'activités entrepreneuriales que les étudiants peuvent envisager pendant leurs études universitaires? Et pourrez-vous partager votre propre expérience ou celle que vous avez observée? Alors, maximum, je veux mettre stopwatch. Juste, maximum, nous avons peut-être dans 3 minutes, n'est-ce pas? Dans 3 minutes, essayons un peu de répondre à cette question. Alors, je commence avec Monsieur Dev. Alors, la question est là. Dans 3 minutes, expliquez-nous un peu. On veut comprendre. Après, nous allons avancer. Je commence avec vous, Monsieur Dev. Vous êtes là? Oui, je suis là. Ah, ok, merci. Merci beaucoup pour la question. Alors, c'est une question très, très intéressante que j'aime bien parce que c'est mon domaine et ça fait plaisir. Je vais le partager rapidement. Euh, Quels sont des exemples concrets d'activités entrepreneuriales que les étudiants peuvent envisager pendant leurs études universitaires? Alors, la première des choses qu'on doit savoir, c'est qu'un étudiant, c'est quelqu'un qui n'a pas assez de temps. Parce qu'il va à l'école le matin, parfois il revient le soir, parfois à midi. Son temps et son emploi du temps est très contraignant. Donc, il y a un problème de temps. C'est déjà quelque chose qu'on doit savoir. Et un étudiant, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, financièrement faible, parce qu'il attend tout venant des parents. Et pour ceux qui se battent à faire quelque chose, ils utilisent l'argent pour pouvoir parfois payer la scolarité. Ils n'ont pas assez. Donc, ça veut dire que les métiers que je dois vous proposer prennent en compte ces deux facteurs. Un étudiant n'a pas assez de temps. C'est-à-dire, si tu lui donnes un travail du lundi au samedi, du matin au soir, il ne peut pas faire parce que il va à l'école. Donc, les exemples qu'on doit donner doivent être des exemples qui prennent en compte la réalité du terrain. Nous ne devons pas vous parler des choses qui sont fictives. Nous sommes des entrepreneurs, on a le sens du terrain et l'orientation vers le résultat. Alors, la solution simple que nous avons trouvée et que nous connaissons avec mon équipe précisément, c'est que l'entrepreneuriat digital, c'est la meilleure solution pour les étudiants. L'entrepreneuriat digital, ça te demande pratiquement pas d'argent et ça te prend pas tout ton temps. C'est-à-dire, tu peux être à l'école, à la pause. Nous, c'est ce qu'on faisait. À la pause, tu écris. Quand le prof n'est pas là, tu peux travailler en ligne. À midi, quand tu sors, tu travailles. Le soir, la nuit, même jusqu'à 0 heure, tu travailles parce que tu n'as pas assez de temps. Donc, l'entrepreneuriat digital, c'est ce que je recommande pour les étudiants. Alors, on va essayer de zoomer, vu qu'on a parlé de quelque chose de concret. On va essayer de zoomer. Quand je parle d'entrepreneuriat digital, je fais allusion à quoi? Dans l'entrepreneuriat digital, vous avez tellement de choses à faire. Un, vous avez le web développement. Aujourd'hui, tu peux apprendre à créer un site web facilement sans connaître le code. Tu vas sur Internet, sur YouTube, tu apprends comment créer des sites de vente en ligne, des sites de présentation rapidement. Ça, c'est une compétence que tu peux apprendre à la maison. Chaque soir, tu viens, tu reviens de l'école, tu apprends. Maintenant, il y a d'autres trucs dans le web design qui vont en profondeur. Mais toi, en tant qu'étudiant, parfois, tu es dans un autre domaine, tu peux pas aller en profondeur. Mais le web design, le web développement, c'est quelque chose qui donne de l'argent. Tu peux aller à l'école et tu le fais. Après les métiers du web développement, vous avez les métiers du web marketing. Dans le web marketing, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux être un community manager. Un community manager, c'est quoi? Il y a une association, une organisation, un homme politique ou un grand monsieur du pays qui a besoin qu'un jeune actif puisse gérer sa page. Ça, c'est simple à faire. Tu fais juste des posts. Si tu envoies lundi, tu postes ceci. Mardi, tu postes ceci. À la fin, il peut te payer un 100 000, un $200, un $150.
tu te retrouves et tu es à l'aise. Tu peux faire ce qu'on appelle le marketing de réseau. C'est-à-dire, on a des marques au Congo, vous connaissez, bon, c'est les gens de QNet, c'est eux qui ont quand même gâté l'image, mais il y a ce qu'on appelle le marketing de réseau. Quelqu'un a sa boutique, il a besoin des clients. Il te dit, si tu emmènes un client, je te donne une telle commission. Tu emmènes ceci, je te donne une telle commission. C'est quelque chose que tu ne fais pas à plein temps. Tu peux être à l'école, tu as ton groupe WhatsApp, tu partages. Tu as un client qui te dit, non, j'ai besoin d'une perruque, d'accord, à midi, je passe prendre. Tu pars, tu vas déposer, on te donne quelque chose en haut. Tu peux en même temps faire le dropshipping. Hein, c'est beaucoup répandu en Europe. C'est-à-dire dans les pays africains où nous sommes, où nous n'avons pas beaucoup d'opportunités, le digital vient pour vous sauver et profiter de ça. Donc, dans le web marketing, on a beaucoup de métiers. Et nous avons encore un bloc de métiers qui peut vous aider, qui est lié à la production de contenu. Moi, avant, quand j'étais étudiant, je faisais la traduction. Tu fais simplement la traduction. Il y a des gens qui ont besoin de traduire leurs documents du français en anglais, de l'anglais en français, surtout quand tu es bilingue. Tu peux le faire de façon digitale simplement. Où nous avons des étudiants aujourd'hui, il est peut-être en première année d'université, mais quand il parle, tu as peur. Donc, et quand il écrit, il n'y a pas de faute. Si tu es fort dans ça, tu peux trouver des travaux de correction des livres en ligne. On te paye, tu fais ce que tu as fait, tu crées ton compte et à la fin, on te donne de l'argent. Tu peux écrire également pour des gens. Il y a quelqu'un qui veut écrire un livre. Il a besoin de raconter son histoire, mais il n'a pas assez de temps. Il te contacte, tu écris. Donc, le digital devient un moyen assez fort pour les étudiants. Pourquoi? Je répète la raison. Ça demande moins de temps, ça demande pratiquement pas d'argent à votre niveau. Vous pouvez le faire tout en allant à l'école avec peu de moyens. À la fin, je pourrais vous envoyer la liste de tous les métiers que vous pouvez faire en fonction des pays et ainsi de suite. Ça va beaucoup vous arranger. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Dev. Merci pour cette intervention. Nous avons Monsieur Émeric. Monsieur Émeric, vous êtes là. Ah, Oui, bien sûr. domaine de santé. J'ai toujours la chance ou la malchance de passer après des interventions. Dev, Dev a tout rappelé. Ouais, c'est mon tour en fait. Bon, déjà, merci pour la parole une seconde fois. Et la question, c'est quels sont des exemples concrets d'activités entrepreneuriales que les étudiants peuvent envisager pendant leurs études? Euh, En fait, ici, il faudrait déjà comprendre quelque chose, c'est que, comme Monsieur Dave le disait, l'entrepreneuriat en tant qu'étudiant ne consiste pas à, par exemple, créer la prochaine multinationale, par exemple, où tu dis qu'en se lançant, tu vas avoir beaucoup d'argent, tu vas te faire des moyens. Non. Entreprendre en tant qu'étudiant, c'est répondre à deux questions fondamentales. C'est-à-dire quoi? Identifier un petit besoin autour de soi et y répondre et développer une fois de plus ses compétences personnelles. Je répète, c'est-à-dire identifier un petit besoin autour de toi, c'est-à-dire dans ta communauté dans laquelle tu évolues et répondre de manière créative et développer ses propres compétences. Premièrement, nous allons à l'université, nous vivons parfois dans des cités différentes ou bien même encore nous restons à la maison. Nous allons nous rendre compte que nous avons certaines compétences et nous voyons au milieu de nous des petits besoins. Autour de nous, on va par exemple voir, surtout chez nous en Afrique par exemple, vous allez voir que l'université est très enclavée. Loin par exemple des gens pour se coiffer, il faudrait faire de longues distances. Ou bien pour avoir un service, si vous faites de longues distances, c'est pas à côté. Même avec un peu d'argent, c'est-à-dire tu peux arriver, tu sais déjà coiffer. Tu peux te dire que bon, je vais acheter une petite tondeuse et je vais répondre à ce besoin-là. Pour celles des femmes qui savent cuisiner, par exemple, ils vont se dire que bon, je suis dans un environnement où les gens, par exemple, pour ceux qui sont en faculté de sciences, faculté de médecine, ceux qui font des sciences dures, on n'a véritablement pas le temps
par exemple, pour se faire à manger, pour s'offrir quelques services. Tu peux te dire que, bon, moi, je fais très bien la cuisine. À mes heures perdues, pourquoi ne pas faire de la cuisine moi-même et proposer à mes camarades qui sont là? C'est déjà répondre à un petit besoin actuel et de répondre de manière créative, c'est-à-dire active. Tu vas offrir de petits services comme ça afin de permettre à tes camarades de baisser la pression, ne plus réfléchir que bon, après les cours, qu'est-ce que je dois cuisiner, après qu'est-ce que je vais manger. Ils savent que non, il y a quelqu'un qui est là et qui fait des petits plats variés à certaines périodes. Donc, ça te fait te vendre toi-même déjà et te faire gagner un peu d'argent en tant qu'étudiant. Il y a ceux qui arrivent déjà, vous savez, il y a ceux qui, pendant le secondaire, ils ont fait technologie de l'information et de la communication. Comme M. Dave disait, ils peuvent proposer des sites de vente, par exemple. Ils peuvent voir que, bon, dans cette communauté dans laquelle j'évolue, les gens ont du mal dans leur petit business à distribuer à faire le marketing de leur nourriture. Pourquoi est-ce que je ne peux pas créer un petit site Internet, une petite application dans laquelle moi, je fais la publicité de leur service? Ça, c'était des exemples pratiques pour faire comprendre que il s'agit en fait à ce moment-là de l'observation, encore une fois de plus. Tu observes, tu identifies un petit besoin et tu réponds de manière qualitative. Pas besoin d'avoir beaucoup d'argent, on s'inspire tout simplement des moyens. Deuxièmement, j'ai parlé de sa découverte encore. Pourquoi? Parce qu'en proposant ses propres services, en faisant ça, tu développes deux principaux caractères, la communication et le marketing. Pourquoi? Parce que en faisant ces petits business-là, tu dois communiquer afin de les vendre, par exemple. Donc, tu ne vas pas rester dans ton petit coin, dans ta petite cuisine, finir de préparer, déposer. Non, tu as besoin de faire la publicité, le marketing de ton produit. C'est-à-dire, tu devras aller vers les gens, leur proposer tes services, être résilient. Dans ton monde aussi, c'est pour ça que j'ai parlé des clubs de lecture, les clubs de sport. Tu vas te proposer que, bon, voilà ce que je fais. Ça développe des compétences en toi. Je vais revenir sur le mot compétence un peu plus tard lors de la conférence. Donc, de manière, grosso modo, il faudrait, on part toujours à la première question, se connaître, c'est-à-dire s'ouvrir à soi-même, se connaître, développer ses compétences, savoir que moi, je fais bien la cuisine, moi, je coiffe, moi, je sais très bien faire la couture, moi, je sais réparer les chaussures, moi, je sais faire des sites Internet. Profiter du peu de temps qu'on a, identifier un problème ponctuel et le résoudre de manière qualitative. C'est ce que j'avais à dire pour répondre à cette question. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Émeric. Madame Daniela, en quelques secondes, qu'est-ce que vous pouvez dire? Oui, merci beaucoup. Alors, je crois que mes prédécesseurs ont dit des éléments importants. Par contre, j'aimerais amener un peu plus de lumière par rapport à un concept que je trouve qu'il est mal défini ou encore mal compris. Et donc, n'importe qui, à cause du fait qu'il vend peut-être de l'eau dans son cercle, il se dit, je suis entrepreneur. Pourtant, il y a une très grande différence entre un entrepreneur et un commerçant. Je m'explique. Au cœur de l'entrepreneuriat, qui dit entrepreneuriat dit il cherche des solutions innovatrices. Il cherche à résoudre des problèmes, mais l'élément clé ici, c'est l'innovation. C'est là qu'on peut dire c'est un entrepreneur. Et pour cela, je vais utiliser un exemple plus pratique. On a le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg. À l'époque où il a fondé ça, sachez-le, il n'était pas Facebook. Bah, à l'époque, c'était pas encore, je crois, Facebook, mais c'était pas la seule, la seule application, je crois, la seule application des réseaux. C'était pas la seule chose. Mais lui, il a trouvé que le besoin qui s'imposait là, il avait besoin de réunir plusieurs personnes sur une même plateforme pour leur permettre de communiquer. Et c'est là que Facebook s'est démarqué des autres plateformes qui étaient là dehors. Alors là, on peut dire c'est un entrepreneur. Pourquoi? Parce qu'il a résolu un problème qu'il a trouvé, mais surtout, il l'a résolu de manière innovatrice ou encore créative. Alors, vu le temps qui m'est accordé, je ne saurais énumérer les différents types d'entrepreneurs ou d'entrepreneuriat qui existent.
Mais alors, j'aimerais encourager tout le monde, si vous aspirez à ce domaine, vous aspirez à trouver des activités qui peuvent vous aider en tant qu'étudiant, étudier justement quels sont ces différents types de choses et qu'est-ce qui est correspondant à vous, qu'est-ce qui correspond à l'emploi du temps que vous avez et qu'est-ce qui correspond aux besoins du milieu dans lequel vous vous retrouvez. Par contre, nous avons maintenant le commerçant. Le commerçant, il est tout simplement celui qui dispose en votre faveur les différentes commodités. C'est là que, dans le milieu universitaire, par exemple, vous pouvez vous retrouver, vous vendez des bijoux, des sacs, des petits accessoires comme ça. Vous êtes tout simplement une commerçante. Vous faites le commerce, vous voyez? Alors, aussi longtemps qu'il n'y a pas un point innovateur dans votre pensée, dans votre stratégie, dans votre manière de faire les choses, alors là, vous n'êtes pas un entrepreneur. Là, vous êtes tout simplement un commerçant. Et donc, c'est un peu la lumière que je voulais apporter ici parce que qui dit un étudiant qui veut commencer une certaine activité financière, il est alors très important de savoir, de s'informer de la bonne manière. Nous sommes à l'ère de l'information, mais nous avons beaucoup des ignorants, qui est triste d'ailleurs. Alors, utilisons les ressources autour de nous pour vraiment savoir ce que je cherche à faire ici dans ce milieu. Est-ce que j'ai suffisamment d'informations sur cela avant de me lancer? Certes, je veux me développer, je veux avoir un peu d'argent et tout en tant qu'étudiant et tout, mais est-ce que je suis suffisamment informée sur le domaine? Peut-être un dernier exemple que je pourrais utiliser, puisqu'on a dit une expérience personnelle. Moi, par exemple, j'ai commencé à faire le MC, j'étais à l'université. Et étant dans ce domaine, j'étais dans un milieu qui est anglophone. Les événements que je devais host ou que je devais présider étaient des événements qui parfois étaient bilingues ou encore c'était des événements qui étaient strictement anglophones. Alors, un MC, c'est un animateur. Tu animes, tu gères et tout. Mais au-delà d'être animatrice, j'étais une animatrice qui est bilingue. C'est-à-dire que lorsque j'avais des personnes qui sont peut-être francophones, je peux aborder cette congrégation. Lorsque j'ai des personnes qui sont anglophones, je peux aussi aborder cette congrégation. Donc, c'est juste un exemple de comment les différentes manières, quelles sont les différentes manières dans lesquelles vous pouvez un peu explorer tout ce qui est entrepreneuriat, activité au niveau de l'université, sur base de ce que vous observez et tout. Et pour finir, c'était quand même quelque chose, un élément qui était rare dans le milieu où j'étais. Il y avait des maîtres de cérémonie, mais tous les maîtres de cérémonie n'étaient pas forcément bilingues. Il y avait des étudiants bilingues, mais pas tous les étudiants bilingues pouvaient être maîtresses ou maîtres de cérémonie. Donc là, j'ai apporté une certaine forme d'innovation dans mes prestations, mais aussi je suis en mesure d'exercer quelque chose qui, à la fin de la journée, me rapportait un petit truc pour m'acheter un petit truc en tant qu'étudiante à l'université. Donc voilà un peu tout pour mon intervention. Merci beaucoup. Je comprends maintenant pourquoi M. Méry a dit qu'on le met souvent dans des positions de difficulté. Quand toutes les personnes dont je vais parler, alors tu te dis qu'est-ce que je vais encore ajouter ici. Voilà, Alors, voilà. ben, alors je veux faire quelque chose ici. Alors, comme on n'a pas le temps, je vais dire ceci. Pour ceux-là qui étudient loin de la maison et on vous envoie quelque chose par mois, avec le genre que j'enseigne ici, souvent je l'ai dit, toi tu es comme si tu travailles, à la fin du mois on te paye quelque chose, parce que tes parents t'envoient quelque chose. Alors à la fin du mois, on te paye quelque chose. Il faut toujours apprendre à save, n'est-ce pas, à épargner. Et comme ce que d'autres participants, plutôt intervenants ont dit, l'argent que tu vas avoir là, c'est à ce moment-là que tu vas essayer de voir tout autour de toi, qu'est-ce que je peux faire, quelles sont des choses qui manquent euh, dans l'université ou bien là où tu étudies. Et là, tu peux essayer euh, à offrir ces choses-là. Et vous allez voir que petit à petit,
tu vas créer quelque chose jusqu'à ce que vous allez finir. Alors, je n'ai pas vraiment trop de choses à ajouter là-dessus. Alors, ce que nous allons faire pour cette deuxième question, je vais inviter ou bien juste deux intervenants, ou bien juste une seule personne qui va nous expliquer de bonnes pratiques de gestion de l'argent les étudiants devraient... Excusez, je vais lire la question. Alors, quelles bonnes pratiques de gestion de l'argent les étudiants devraient-ils adopter pour bien gérer leurs finances? Alors, ce que je vais faire, je vais commencer avec Madame Daniela. Vous allez lui répondre ça. Et après, pour To save time, on n'a plus vraiment du temps. Nous allons directement passer thème 3 où je vais avoir Monsieur Émeric et je pense vers la fin, nous aurons Monsieur Dev. Alors, comme on n'a plus le temps, on a commencé à répéter comme je l'ai dit avant, vraiment on a débordé pour ne pas garder nos participants ici pendant longtemps et aussi donner, plutôt avoir quelques minutes pour deux, trois questions. Alors, une seconde, pardon, pas une seconde, vous n'avez pas bien s'expliquer. Alors, une minute. Là, I'm counting. Quand je te dis, je vais te cliquer sur une box pour te dire, madame ou bien monsieur, final, dans une minute, vous répondez ça. Nous passons thème 3. Après, voir comment nous allons finir parce que nous n'avons plus le temps. Merci beaucoup. Ok, j'imagine que la question m'a été adressée étant donné que business management. Ok, Yes. alors je vais juste donner un calcul qui est très simple, ok, que j'ai eu à apprendre. Vous divisez vos revenus entre trois parties, 50, 30, 20. C'est la règle de 50, 30 et 20. Lorsque vous recevez vos finances ou bien peu importe, l'argent qui vient de différentes sources, vos revenus, 50% vont dans des dépenses qui sont fixes ou générales. Le loyer, l'électricité, ce sont vraiment des dépenses qui sont fixes. 30% peuvent aller vers vos différents besoins personnels, loisirs, tout ce qui est personnel qui englobe votre entretien personnel, alors vous pouvez alloquer 30%. Et 20% doit aller dans vos épargnes. Étant un étudiant, une étudiante, la gestion de l'argent est tellement importante. Dans l'économie, on apprend la gestion des ressources. Et c'est justement ça que vous devez faire. Mais maintenant, ce principe de 50, 30, 20, je n'aimerais pas être trop dans la structure des cahiers de selon ce que X, Y a eu à apprendre. C'est très bien, mais j'aime encourager les gens à être très pratiques avec leur propre réalité. Celui qui a développé les principes de 50, 30, 20 l'a développé en fonction de là où il était, sa réalité, certaines observations, certaines études. Mais vous qui êtes un étudiant africain, par exemple, pourquoi vous allez mettre 50% dans des dépenses fixes? Pourquoi? Parce que peut-être vous habitez encore dans la maison familiale. Donc là, j'englobe tout type de réalité. Certains, vous êtes encore chez les parents, donc vous ne dépensez pas d'argent pour le loyer, pour de l'eau, l'électricité, tout ce qui va avec. Alors, vous pouvez mettre en priori vos épargnes. Et puisque vous êtes dans une période où vous devez vraiment vous sacrifier, respecter certaines choses, peut-être la priorité sur vos besoins, ben, tu vas pas dépenser 50% de tes revenus seulement à prendre soin de toi forcément, non. Alors là, tu peux mettre 80% dans tes épargnes, 20% dans tes besoins personnels ou encore tout dépend vraiment de la réalité que vous avez, des engagements que vous avez, des contributions que vous devez faire par mois. Donc, c'est vraiment par rapport à ça que je peux rapidement, dans les 1 minute qu'on m'a donné, c'est la clé que je peux vous donner pour mieux gérer les finances. Voilà. Merci, Isaac. Thank you so much. Welcome. Nous continuons directement pour thème 3. Monsieur Eric va nous répondre cette question. Pourquoi le diplôme seul ne suffit-il plus aujourd'hui? Et sur quoi d'autres les étudiants doivent-ils se concentrer pour réussir sur le marché du travail? Alors, dans quelques secondes. D'accord. Merci. Je vais être clair. En fait, ici, la question, elle dit déjà tout. Pourquoi le diplôme seul ne suffit plus aujourd'hui? Le diplôme ne suffit plus seul aujourd'hui parce que nous sommes dans un monde
intellectualisé. Nous sommes dans un monde où l'éducation est devenue de plus en plus accessible à tous, même gratuitement. On peut avoir accès à l'éducation et avoir un diplôme. Du coup, le diplôme aujourd'hui n'est plus comme avant à l'époque de nos parents, il y a cela 30 ans, 40 ans, où il fallait juste avoir un diplôme pour accéder. Aujourd'hui, il faut les compétences. Le diplôme ici, là, est une base qu'on acquiert. Ça nous donne des compétences purement théoriques. Et tout le monde peut les avoir. Vous pouvez aller faire informatique à l'université, 5 ans d'informatique, vous allez postuler quelque part. Vous allez vous rendre compte que sur 10 postulants, vous avez le même profil. Tout le monde va mettre master 2 en informatique, ma licence en informatique. Comment est-ce que, à ce moment-là, tu dois t'identifier par rapport aux autres candidats en ayant des compétences pratiques que tu as eu à mettre? À ce moment, le recruteur ne s'intéresse plus sur ton CV, il ne s'intéresse plus à ta formation académique, mais aux compétences que tu as eu à avoir. Comment acquérir donc alors ces compétences déjà? En ayant des certificats. Faisons des certificats. Nous avons une pléthore de certificats en ligne. Nous avons des certifications payantes. Il y a des certifications gratuites. Quand vous allez même sur Google, vous allez voir qu'ils proposent de multiples, sur Microsoft autant pour moi, de multiples certifications. Dans le domaine de la santé, par exemple, il y a des certifications en santé publique, il y a la certification en gestion des projets en santé. En informatique, il y a développement de l'intelligence artificielle, digitalisation des systèmes de santé. C'est à travers ces compétences-là acquises par des certificats qu'on arrive à se déterminer par rapport aux autres. Nous avons aussi des bénévolats et des stages. C'est bien, ne cherchons pas seulement des stages qui sont payants. Non, c'est trop loin. Qu'est-ce que je gagne en allant là-bas? Non. Tu gagnes des compétences. Il s'agit d'aller faire des bénévolats parce qu'en faisant des bénévolats, tu vas développer certaines compétences, à savoir des compétences en communication, des compétences en gestion des personnes, des compétences en counseling, en conseil. Ça va te permettre de t'identifier par rapport à quelqu'un d'autre. Donc, pour ne pas tirer de long en large, il est important, surtout en tant qu'étudiant, de ne pas se limiter au diplôme. Le diplôme, ça donne la base. Mais les compétences ouvrent la porte à beaucoup de développement et à mieux s'identifier sur le plan du travail. Merci bien. Merci, Monsieur Méric. Juste passer directement au thème 4, croissance personnelle et résilience. Je pense que je vais laisser une question en thème 3 parce qu'on n'a plus le temps. Alors, messieurs Dove, comment un étudiant peut-il rester motivé et discipliné malgré le stress, les distractions et les difficultés? Quelques secondes, à vous la parole. Ok, merci beaucoup. Euh, la chose simple que je peux dire sur cette question, c'est que le pourquoi vous étudiez doit être assez fort. C'est-à-dire quand vous choisissez une filière, quand vous voulez faire quelque chose dans la vie, votre pourquoi doit être assez fort. Quand vous n'avez pas un pourquoi assez fort, il sera difficile pour vous d'être motivé. Tu dois savoir pourquoi tu es en train de faire la chose. Alors, il y a d'autres même qui sortent d'une famille assez difficile. D'autres ont perdu leur maman, d'autres ont perdu leur papa, ainsi de suite. Pour quelqu'un qui a perdu sa maman, pour quelqu'un qui a perdu son papa, il a un pourquoi assez fort pour étudier. Même lorsqu'il est fatigué, il sait qu'il ne peut pas compter sur qui que ce soit, il est obligé d'étudier. Donc, essayez de déterminer votre pourquoi. Quand tu connais ton pourquoi, ça va te donner assez de force. Alors, la deuxième des choses que j'ai à vous dire, c'est que vous devez beaucoup lire. Un bon étudiant Hmm. doit avoir un développement personnel assez aigu. Tu dois avoir un livre à côté que tu dois lire tout le temps ou un coach de motivation. Quand tu n'es pas assez motivé, tu as perdu la motivation d'aller étudier, tu as perdu la motivation d'entreprendre, mais qui sera là pour te conseiller? Il faut que tu puisses avoir un coach, un livre que tu lis. Quand tu te réveilles le matin, tu mets ton livre ou tu mets ta vidéo, tu es en train de suivre, on te dit, va étudier, tu auras beaucoup d'argent,
fais ceci. Ce genre de choses motive assez. Parce que nous, on a tous été étudiants. Vous serez forcément distrait à un moment donné. Vous serez forcément distrait. Donc, ayez des livres. Le livre que je peux vous conseiller, prenez les livres, par exemple, de Robert Kiyosaki. Prenez le livre de Père riche, Père pauvre. Prenez le livre de La magie de voir grand de David Schwartz. Apprenez à lire, à suivre des coachs. Et aussi, entre parenthèses, pour ceux qui sont musulmans, ceux qui sont chrétiens, ne négligez pas la religion, ne négligez pas le christianisme. C'est toutes ces choses qui vous permettent d'être concentré et motivé à chaque fois que vous faites, que vous étudiez et dans tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Monsieur Kito, votre micro est bloqué. Sorry, je suis là. Alors, Ah, ok. merci beaucoup, Bonjour. Sudhir, pour des advice et tout. Vraiment, merci beaucoup. Alors, il y a quelque chose ici. Il y a la deuxième question qui dit, si vous deviez donner un seul conseil pour réussir sur le long terme, quel serait-il? Moi, ce que je vais dire, la première chose est que, comme on dit en anglais, work on yourself. Il y a quelqu'un qui a dit, il y a quelques personnes qui sont tellement pauvres, la seule chose que elles ont, c'est l'argent. Alors, si vous voyez la façon dont tout le monde tourne tout de l'argent, réussite, l'argent, réussite ces derniers temps, même quand tu vas commencer l'école, même ceux-là qui sont déjà à l'université, tu vas voir, tu vas constater qu'il y a tellement de choses. Tu allez constater que il y a la pression et tout. La chose qui est plus importante, si je peux conseiller tout le monde ici, c'est de s'améliorer personnellement. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais to develop yourself, de te comprendre personnellement, d'essayer un peu euh, de t'éduquer, si je peux dire ça, auto-éducation. Hmm. C'est très, très important. Savoir comment vivre avec les gens, savoir comment se comporter devant les gens et apprendre comment réfléchir. Tu te développes entièrement. C'est très important. C'est très important. Et ça, comme M. Dev a dit, la première chose, ou bien la chose que je peux nous dire, c'est d'apprendre à lire. C'est très important d'apprendre à lire. Personnellement, je suis une personne, j'ai du mal à parler quand il y a une chose qui ne va pas. Vraiment, j'ai comme honte de parler à une personne, de me confier à une personne et tout. Alors, ce qui m'a aidé, de savoir comment m'affronter moi-même, de trouver des solutions, c'est de lire. Il y a, parmi les livres que j'ai lus, une personne a dit, il n'y a rien que tu es en train de faire que personne n'a fait auparavant. Et ces gens-là, la majorité ont écrit, ils ont même suggéré des solutions et ils ont mis ça dans les livres. Alors, il faut lire. Ça vous aide ça vous aide à ouvrir votre esprit. Ça vous apprend à se autocritiquer parce que c'est très important. Le monde est tellement, il y a tellement du bruit dans le monde. Tu es à la maison, c'est la musique, tout le monde parle. Tu es à l'école, c'est le prof qui est là. Tu rentres, tu es avec tes amis. Tout. Il n'y a pas le temps de t'asseoir, de réfléchir, de rester un peu loin de tout le monde et d'arrêter de te défendre toi-même et de rester devant la réalité et de réfléchir. Alors, c'est très, très important de savoir comment est-ce qu'on fonctionne personnellement. Alors, la lecture nous aide trop. La lecture nous aide trop. Et aussi, comme encore Mercedes vient de le dire, la raison d'étudier, la raison qui vous pousse à rester à l'école doit être plus forte. Doit être plus forte. Et être positif, c'est très important. Il faut être positif. Il faut être positif. Moi, je me dis, comme je suis congolais, il y a des temps, j'attends les gens parler. Non, le pays, c'est comme ça. Moi, je me dis, s'il y a deux, trois jeunes comme moi qui sont là et ils font des bonnes choses, alors s'il y a trois,
je serai parmi les trois. Alors, je laisse les millions et les autres. Alors, s'il y a personne qui fait de bonnes choses, là, quand même, ça sera difficile. Mais si dans ce même pays, dans ce même continent, il y a des jeunes qui bossent, il y a des jeunes qui travaillent dur, il y a des jeunes euh, qui ont cette croyance-là que, ou bien détermination que demain, ou bien ils seront ce qu'ils veulent devenir, alors moi, je choisis d'être de ce côté-là. Alors, c'est très important. Mais je vous encourage de lire. Peut-être, je vais envoyer quelques livres, je vais envoyer quelques livres à Skillwater pour ceux-là qui vont, like, you need to read. Il peut facilement vous donner ça. Alors, je pense, nous allons, juste une seconde, nous allons avoir quelques questions. Alors, comme on n'a plus le temps, comme on n'a plus le temps, nous allons juste avoir deux questions. Je sais pas, je vais lire s'il y a quelques questions. Euh, Oui, il y a ok, 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 une main. Il y a une main ok. levée. Ok, monsieur Grace Lingonde. Alors, bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous Bonsoir, me monsieur. recevez. Ouais, 5 sur 5. Alors, là, je suis en embarras de ça parce que vous avez dit des questions. Pourtant, moi, j'ai noté beaucoup de questions, mais je vais essayer d'être un peu vite. Alors, ma première question revient au premier thème sur le point abordé. Alors, ma question est celle-ci. Comment gérer la pression familiale ou sociale lorsqu'on se sent que ses passions vont dans une autre direction? Ça, c'est ma première Très bon. question. Ok. Et puis, ma deuxième question, toujours dans le même thème, vaut-il mieux choisir une filière qu'on aime ou une filière avec les meilleures opportunités d'emploi? Alors, il y a peut-être beaucoup Oui. de questions, mais j'ai essayé de poser deux, vu que vous nous avez demandé seulement deux questions. Ok, monsieur Grace, vous pouvez reprendre la deuxième. Ok, on fait ceci. Euh, monsieur Méric va répondre la toute première question. Et après ça, vous allez reposer la deuxième question et madame Daniela va répondre ça. D'accord, d'accord. Ok. C'est quoi la première question et monsieur Méric va répondre? Alors, la première question, c'est comment gérer la pression familiale ou la pression sociale lorsqu'on se sent que ses passions vont dans une autre direction? Monsieur Méric, vous êtes là? Je n'ai pas bien compris la fin de la question. Si vous pouvez bien m'écrire. C'était En fait, comment gérer la pression sociale, familiale, lorsque quoi? lorsqu'on sent que ses passions vont dans une autre direction. Vous avez compris? Non, non. Monsieur Okito, vous pouvez m'aider à... Oui, je pense, monsieur Grace veut savoir, il y a des temps que tu veux faire quelque chose et la famille t'impose. Je pense, surtout là-bas chez nous, en Afrique, je pense nos parents, je pense que c'est dans ce sens-là. Quand il est docteur, il veut à tout prix que tu sois aussi docteur, même quand tu te sens plus ingénieur. Je pense que c'est dans ça que vous parlez, monsieur Grace. C'est dans ce Ouais, sens. c'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens où Hmm, vous voulez faire peut-être quelque chose que vous êtes vraiment convaincu et que la famille, ça veut dire les parents t'imposent, ou soit hmm. les réalités sociales, donc t'imposent, tu es sous pression et tu te sens que la passion va dans une autre direction, déjà, au-delà de ce que toi tu prévoyais. Alors, comment gérer cette pression-là? Ouais. C'est bon, monsieur Méric. D'accord. J'espère que la réponse que je vais donner va essayer de vous satisfaire. Alors, il faudrait savoir que la pression, la pression, qu'elle soit sociale ou familiale, elle est toujours présente. Elle peut être
comme vous avez dit, sociale, familiale, financière, affective. Ces questions-là sont toujours présentes, en fait. Mais de qu'est-ce qu'on doit savoir, c'est que, comme Gaston Bachelard disait, l'opinion pense mal. Elle ne j'aime bien pense pas. ce que tu viens de Elle, dire. So I don't know Oui, Monsieur Mary. do that, you know? Daniel, Daniel, your microphone is on. If you can put it off, thank you. Monsieur, vous pouvez continuer. alors, nous sommes toujours. euh, Déjà, personne ne peut savoir véritablement ce que tu veux mieux que toi-même. En fait, les parents ou la société viennent comme étant des garde-fous. C'est-à-dire, ils sont là pour te dire que, avec l'expérience que nous avons et les connaissances, les relations que nous avons, il serait préférable que tu fasses ceci, il serait préférable que tu fasses cela. Alors, comment gérer toute cette pression-là? C'est de savoir que il faut être confiant en ce qu'on veut, en ce qu'on veut véritablement faire. C'est-à-dire, si tu aimes de l'informatique, pourtant ton papa veut que tu fasses médecine, il sera opportun c'est-à-dire d'aller dans ce que tu veux véritablement. C'est vrai que quand on n'a pas les moyens de se payer quelque chose soi-même, on reste très dépendant d'une autre personne, c'est difficile de suivre nos rêves. C'est mieux généralement, surtout sur le point de vue parental, de s'asseoir avec ses parents, de leur dire que, bon, moi j'ai plus de compétences dans l'informatique, j'ai plus d'importance dans les enseignements que par rapport à telle filière que vous me proposez, parce que c'est dans ça que c'est dans ça que je suis plus à l'aise en fait. Et on dit toujours quoi, qu'on ne peut rien faire s'il n'y a pas d'affection, s'il n'y a pas d'amour. Les meilleurs médecins, les meilleurs techniciens sont ceux qui l'ont fait avec de la passion. Donc, gérer cette pression revient tout simplement, premièrement, à se connaître soi-même, de savoir ce qu'on veut véritablement et de communiquer avec les parents. S'il n'y a pas les parents, on se dirige vers des conseillers en orientation, vers des personnes, vers des aînés, vers des mentors, afin qu'ils puissent mieux nous soutenir. Cependant, surtout nous qui évoluons dans un cadre qui est très restreint en Afrique, où les opportunités d'emploi ne sont pas véritablement très accessibles, parfois, il serait mieux de suivre une voie qu'on nous donne déjà. Pourquoi? Parce que nos parents en nous, qui sont dans certains domaines d'activité, ont plus de relations, ont plus d'accès pour nous. Ils savent que nous, en suivant leur pas, à la fin, ils sauront nous positionner et nous pouvons mieux vivre notre vie. Nous pouvons suivre ce pas et après, lorsque nous avons notre dépendance financière, faire ce qu'on veut tout simplement. Donc, pour moi, c'est une manière pour moi de gérer cette pression, qu'elle soit affective, familiale ou financière. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Graff. Je pense que tu es satisfait. Deuxième question, vite fait. Madame Daniela va répondre. Bien. La Alors, question était celle de savoir est-ce qu'on devrait choisir une filière en fonction des opportunités, ce que ça rapporte, ou en fonction de nos passions. Est-ce que j'ai bien saisi la question, Monsieur Grasse? C'est ça? Ouais. exactement, c'est ça la question. Ok. Alors, moi, je suis très pragmatique, hein. De manière réaliste, ok? Tout ce que l'on veut forcément faire, par moment, les réalités environnementales, familiales, financières même, peuvent ou pas être des obstacles. Si vous venez d'une famille qui est aisée, ok, qui vous avez les moyens, alors moi je conseillerais aller pour ce qui vous passionne parce que vous avez des sous-bassements qui vous soutiennent financièrement. Et dans ce qui vous passionne, vous pouvez vous bâtir afin que ça puisse vous donner des revenus qui sont satisfaisants pour vous. Mais par exemple, si quelqu'un ne vient pas d'un background euh, qui est financièrement stable, alors fais ce que tu peux maintenant afin de financer tes passions demain. Pourquoi? Tout simplement parce que actuellement, tu n'as pas les moyens qu'il faut, mais tu as une vision. Ta vision là, tu as cette indication, à travers cette passion que tu as, cette motivation que tu as, elle inspire en toi une certaine vision. Et puisque tu as cette grande vision, utilise les moyens que tu as autour de toi pour justement être en mesure de financer cette vision, cette passion que tu as et jusqu'à ce que ça te permette d'être mieux assis
Il y a des personnes qui ont pour objectif d'être juste salariés. Et puis, on a des personnes qui désirent être indépendants financièrement. C'est-à-dire, il a déjà établi un système qui le permet, qu'il soit là ou pas, il a des revenus. Cette catégorie des personnes, ils parviennent à cela lorsqu'ils ont déjà établi un système bien précis sur base des choses qui leur passionnent, ils ont amélioré, ils ont approfondi. Et aujourd'hui, c'est capable de leur produire des revenus, même s'ils ne se lèvent pas le matin pour faire ce travail-là. Mais lorsque tu es quelqu'un qui a la possibilité que d'être un salarié, c'est ton opportunité pour financer ce qui te permettra demain après-demain d'atteindre l'indépendance financière. Donc, de manière courte et brève, c'est ça que je trouve, à mon avis, beaucoup plus sage et beaucoup plus réel. Au lieu de rester dans un fantasme des rêves qui vous gardent à la maison avec un diplôme, tout simplement parce que mon rêve, par exemple, c'est faire la musique. Alors moi, toute autre opportunité de travail là, je ne suis pas dedans. Je trouve que c'est très paresseux et c'est être très rêveur. Par contre, que votre vision ne limite pas le champ de capacité qui sont mis à votre disposition pour atteindre cela. Donc, choisissez tous les moyens. Si c'est être salarié, si c'est, faites-le, mais gardez en tête la vision, cette passion qui vous conduit chaque jour. C'est un peu ça. Merci. J'espère que j'ai quand même répondu. Ouais. Merci beaucoup. Deuxième personne pour une question, et là, on va finir. Alors, je suis en train de lire un message écrit par Docteur Amina. Merci beaucoup. Je pense, docteur, c'est une très, très bonne idée. Et à travers Skill Growth Initiative, je pense très bien, nous sommes disponibles, et mes collègues et moi, nous sommes disponibles et espérons que nous allons travailler ensemble et produire une très bonne chose. Alors, vous avez une question, docteur? Ah, ok, ok. C'est bon. Merci beaucoup. Euh, il y a personne avec une question? All right. Première personne, je pense, on vous dit merci beaucoup pour votre patience. Vraiment, je ne sais pas si, ouais, je pense qu'on n'a plus de questions. Ah, il y a quelques questions ici. Il y a des questions qui sont là. Ok, ça vient juste de s'afficher. Oui. Quelles sont les précipitations qui nous font tomber? Précipitations qui nous font tomber. Oui. Ah, un grand merci organisé de cette conférence enrichissante. Les échanges ont été très bénéfiques. Merci beaucoup, Monsieur John. Merci à Oui, Skillwo. oui, Ouais. oui, oui, Alors, oui. il y a une question ici, Nous comme étudiants, oui, ok. comme étudiant. Alors, quelles sont les précipitations qui nous font tomber? Monsieur Dev, en quelques lignes, vous pouvez répondre à ça. Quelles sont les précipitations qui nous font tomber en tant qu'étudiant? Euh, d'accord. Quelles sont les précipitations qui nous font tomber en tant qu'étudiants? Je pense que c'est une question assez vaste qui dépend exclusivement des contextes et de chaque pays. Je pense que les étudiants qui étudient en Europe, en RDC, au Cameroun, n'ont pas forcément les mêmes réalités. Je pense que ça serait un peu très, très difficile d'énumérer ce qui fait tomber. Mais de façon générale, je pense que le besoin ou l'envie d'avoir de l'argent très vite, généralement, ça pousse beaucoup de personnes à laisser les études. Tu as besoin d'argent, tu vois que tu vas à l'école, tu dépenses, mais tu n'as pas d'argent en retour. Et d'autres, parfois, il peut trouver un boulot qui lui rapporte assez. Après, il perd la motivation. Autre chose aussi, là, je parle des grands concepts qui sont connus tous azimuts. Il y a aussi la distraction au niveau des femmes. On a si un étudiant enceinte une femme, ça sera difficile pour lui de continuer. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui précipite beaucoup de personnes.
Donc, nous avons l'argent, nous avons les femmes et d'autres distractions pêle-mêle. Et c'est pourquoi je dis que c'est très contextuel et la liste est tellement longue. Et peut-être face à ça, c'est d'essayer d'être concentré comme on a dit avant. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à dire. Ben, c'est très contextuel. Ça dépend des pays. Donc, Monsieur Okito, Monsieur est-ce que Okito, vous me donc, permettez d'ajouter Vas-y, quelque chose à vas-y, ce que vas-y. David vient de dire? Il y a quelque Merci chose, beaucoup, Monsieur Dev. Merci vraiment pour la il réponse. y a quelque Et chose qui est très important, ouais, quelque chose qui est très important quand on va à l'université, c'est la compagnie. La mauvaise compagnie est un facteur qui est très négatif. C'est ce qui nous fait généralement tomber. Parfois, nous arrivons à l'université étant motivés, nous avons la volonté d'étudier, de travailler, de se faire un avenir, mais nous tombons avec des gens avec qui nous ne partageons pas les mêmes objectifs et les mêmes intérêts. Eux, plutôt, ils sont occupés à faire de la fête et aller avec les femmes, à frimer et tout, ce qui va nous détourner de nos objectifs principaux. Alors, la compagnie, moi, je peux dire que la compagnie occupe 70% de notre avenir dans le système universitaire. Alors, toujours choisir les bonnes personnes avec lesquelles nous pouvons cheminer et choisir, c'est quoi? Partager les mêmes intérêts, fournir les mêmes efforts et être complémentaires. Merci beaucoup. merci, merci beaucoup. Je pense la toute dernière question et là, on va clore. C'est cette question ici. Je pense que M. John est satisfait. Merci à vous aussi, M. John, pour votre participation. Alors, la toute dernière question. Comment surmonter la peur d'échouer quand on veut se lancer dans les affaires? Alors, Madame Daniela, sorry, vous allez nous répondre ça en quelques lignes. Et là, on va clore. Je pense qu'on n'a plus le temps. Ouais, c'est la toute dernière question que nous allons répondre. Ça va. Ok. Très belle question, surtout très, très humaine et très réelle. Comment surmonter la peur? Alors, déjà, premièrement, les émotions sont des informations que notre corps, notre être intérieur nous envoie. Il faut identifier, j'ai peur à cause de quoi? Il faut confronter cette émotion à la réalité, à des faits. Pourquoi? Parce que le sentiment de peur, il peut être fondé sur plusieurs éléments. Ça peut être fondé sur un manque d'information que vous avez. Ça peut être fondé sur un manque de confiance que vous avez. Ça peut être fondé sur les regards des autres, encore qui est rattaché à un manque de confiance en soi. Il faut confronter donc cette émotion à des questions réelles pour identifier d'où vient cette peur. Est-ce que je ne suis pas suffisamment préparée? Alors, je vais me préparer. Est-ce que je ne suis pas assez confiante? Qu'est-ce qui me rend en inconfiance, en manque de confiance? Qu'est-ce qui crée en moi cette insécurité? Alors, je confronte cette insécurité. N'ayez pas peur de confronter en fait vos peurs et leur poser les questions. Pourquoi as-tu peur? Et c'est à ce moment-là que vous pourrez les surmonter. C'est-à-dire, si c'est à cause d'un manque d'information, ben, je vais me ressourcer. Si c'est pas, j'ai pas confiance en moi, ben, je fais le nécessaire pour me donner confiance en moi. Et une chose qui est pratique, je sais pas, il y a peut-être des croyants ici, des chrétiens, c'est la prière aussi. Je suis enfant de Dieu. Un élément que nous, en tant qu'enfants de Dieu chrétiens, on nous enseigne, c'est qu'on n'a pas reçu un esprit de peur, un esprit de timidité, mais on a reçu un esprit de force. Alors parfois, c'est pour des raisons spirituelles. Du coup, s'il y a nécessité, priez, chassez cette peur. Je te chasse au nom de Jésus, moi, j'ai pas un esprit de peur. Donc, affrontez vos peurs, confrontez-les, acceptez-les, ça fait partie d'être tout simplement humain. Ne réprimez pas la peur, sinon elle devient plus puissante que vous. Tout ce qu'on réprime comme émotion prend le contrôle sur nous. Mais tout ce qu'on affronte, alors on a la capacité de le mettre sous la gestion. Donc voilà un peu tout en bref ce que je peux dire sur la peur. Merci beaucoup. Merci infiniment à tous les participants. Merci aux intervenants. Merci à Monsieur Davilo pour votre participation. Merci à Madame Daniela. Merci à Monsieur Emeric. Je me souviens quand je les ai informés qu'il y aura
une telle conférence. Vraiment, ils m'ont dit, on sera là. On sera là.